Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Des étudiants de Sciences Po mobilisés en soutien à Gaza. C'est une des images de ce printemps et qui s'ancre dans l'actualité internationale. Un mouvement qui ne s'arrête pas à la rue Saint-Guillaume. On va en parler dans notre émission dès la première partie. Révéler son potentiel à l'oral et en public, un challenge à l'approche des examens, surtout des oraux. Et c'est aussi ce que permet le festival Trouve ta voix. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Buan revient sur Tenten, une nouvelle application qui alerte le gouvernement. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Commençons avec les célébrations du 6 juin 1944, le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. La France qui est occupée à cette époque donc par l'armée allemande qui a érigé un mur de l'Atlantique avec différents points de garde, des blocos également, et c'est le 6 juin 1944 que les alliés américains, britanniques, canadiens et français donc débarquent sur les plages normandes. Nous sommes donc au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Lancement de cette opération Overlord. 5 plages pour accoster, dont celle d'Omaha Beach, où l'assaut a été le plus sanglant. Rappelons ce bilan total de 10 000 morts. Aujourd'hui, il y a donc un devoir de mémoire. Plusieurs cérémonies se sont tenues justement dans le Calvados. Il y avait aussi à noter la présence du président américain Joe Biden, celle du roi Charles III, du prince William ou encore de Justin Trudeau. 24 heures après l'accident de la route impliquant une voiture et un groupe d'enfants à La Rochelle, le choc reste présent. Avec l'émotion également ce matin et la mise en place d'une cellule psychologique pour accompagner les élèves et les familles concernées. Parmi les 12 enfants, 2 ont pu quitter l'hôpital. Il y a une fillette de 10 ans dont son état notamment a été déclaré d'état de mort cérébrale par les médecins. On a un autre enfant également de 10 ans qui est en urgence absolue. Dans l'ensemble, les états de ces enfants sont stables. C'est malgré tout la bonne nouvelle. Notez également ce témoignage, celui de Michel. Il a vécu la scène. C'était au micro de RTL. J'étais dans mon jardin, j'ai entendu un choc effroyable et puis j'ai levé la tête, j'ai vu la voiture jaune qui a percuté une voiture juste devant chez moi et j'ai vu un ou deux vélos voler avec une petite fille qui est tombée plus loin et je suis sorti tout de suite et donc là j'ai vu les dégâts avec tous les enfants au sol, les vélos tordus, les gens qui criaient, puis j'ai appelé la police et puis les pompiers. Il n'y a pas de trace de frein et la personne qui a percuté a continué sa route et a été arrêtée un peu plus loin mais à 150 mètres, 200 mètres. Là. Des enfants qui sont âgés de 8 à 11 ans. Ils avaient l'habitude d'effectuer d'ailleurs ce genre de sortie. C'est ce qu'explique Catherine Léonidas. C'est la première adjointe à la mairie de La Rochelle au micro de France Info. Ce sont des enfants qui se rendent sur une activité course d'orientation dans le parc Franck Delmas. Ce sont des enfants qui par ailleurs ont un entraînement sur le savoir rouler à vélo qui est mis en place par l'éducation nationale. Enfin, c'est une des priorités. Donc ce sont des enfants qui sont habitués à se déplacer à bicyclette, qui ont tout l'équipement, qui ont des gilets jaunes, des casques, bien sûr. Un mot de la conductrice également, elle est âgée de 83 ans, négatif au test d'alcoolémie de stupéfiants. Elle a été hospitalisée en psychiatrie, elle roulait à contresens au moment des faits. Et une énorme pensée bien sûr pour tous les habitants de La Rochelle. Poursuivons avec la Fondation de l'Enfance qui a dévoilé la 2e édition de son baromètre sur les violences éducatives ordinaires dans les sphères familiales et sportives. Et si la sensibilisation autour de ces violences progresse, cette dernière ne baisse pas pour autant. 81% des parents reconnaissent avoir eu recours à au moins une forme de violence pour éduquer son enfant en 2023, un chiffre en augmentation par rapport à l'année passée. Et dans le détail, 58% se disent avoir crié très fort après leur enfant, 52 par exemple à l'avoir mis au coin ou puni dans sa chambre, et puis 50% à l'avoir privé de quelque chose, le dessert, les écrans ou encore le doudou, car ces enfants n'obéissaient pas. D'après ce baromètre, le sentiment qu'il est facile d'éduquer un enfant sans ces punitions diminue. Bien moins fréquentes là aussi les violences corporelles qui persistent. Près d'un quart des parents a donné une fessée à son enfant, 21% l'a bousculé, 16% lui a donné une gifle. D'ailleurs, 45% des personnes qui ont répondu à ce sondage sont conscients de ces effets néfastes et durables de ces violences sur leurs enfants. Et concernant le sport, là aussi c'est une partie de cette étude. Plus d'un tiers des parents dont l'enfant fait du sport rapportent des comportements inappropriés dans ce cadre, le plus souvent des violences verbales mais aussi des violences psychologiques.
Dans l'actualité toujours, à la rentrée prochaine, sur le domaine de l'inclusion, le conseil départemental de Loire-Atlantique ne prendra plus en charge le transport scolaire pour 450 familles d'enfants handicapés. Et c'est une mesure qui ne passe clairement pas pour ces familles dont les enfants sont scolarisés à moins de 5 km de chez eux ou encore 10 km pour celles et ceux qui vont au collège. Ces familles vont recevoir à la place une indemnité kilométrique en fonction de leur revenu fiscal. C'est au micro de France Bleu Loire-Océan que les parents ont notamment réagi. C'est le cas de ces parents d'une fillette atteinte de trisomie 21. Ils témoignent, cela va nous faire perdre quasiment 3/4 d'heure le matin et l'après-midi en fonction de la circulation. La directrice générale Solidarité du département dit comprendre dans les inquiétudes d'organisation personnelle, mais elle argumente qu'entre 2018 et 2024, le nombre d'élèves transportés a tout simplement grimpé de 29%. Il semblait plus juste de soutenir les familles qui sont les plus loin. C'était plus équitable, même si j'entends bien que ça ne paye pas le temps passé à faire le déplacement pour ses enfants. Une pétition en ligne a d'ailleurs été lancée pour soutenir ces familles. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a revendiqué tôt une frappe meurtrière sur une école gérée par une agence de l'ONU. Et il y avait des réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, selon Israël. Elle abritait une base du Hamas, une attaque qui a fait, selon un bilan qui reste provisoire, 37 morts. L'armée israélienne qui l'a fait état de plusieurs terroristes tués qui ont participé à ces attaques meurtrières le 7 octobre dans le sud d'Israël. Et sur un autre sujet, volet littéraire, eh bien c'est la fin d'une époque avec l'apparition du dernier tome des cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Esther qui a maintenant 18 ans, entre déception amoureuse, déprime ou encore première crainte face à l'avenir et amitié compliquée. La jeune fille entre tout simplement de plein pied dans l'âge adulte, marquée par les doutes et surtout les remises en question. Et justement, Riyad Satouf était l'invité de France Inter ce matin. En fait, ce qui me plaisait dans cette idée de s'arrêter à 18 ans, c'est que c'est l'âge où on est censé être responsable de ses propres actes face à la justice, face à la loi. Bien sûr, on n'est pas du tout adulte à 18 ans, mais la société dit que c'est comme ça. Et donc, j'avais envie justement de m'arrêter à cette extrême limite parce que je partais du principe que tous les propos qu'elle aurait pu tenir avant, c'était pas grave parce qu'elle était jeune. On vieillit, on a le choix entre deux stades. Le vieux con, c'est-à-dire le mec qui devient trop vieux et qui se plaint des jeunes, ou le gars qui se prend pour un jeune alors qu'en fait, il est vieux. Donc, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Je commence à avoir vu passer plusieurs générations de jeunes. C'est toujours un peu les mêmes. Et en fait, la société ressemble à une classe de lycée. Donc il y a quelque chose aussi de positif et d'apaisant de se rendre compte de ça. Et Riyad Satouf, c'est tout de même plus de 2 millions d'exemplaires vendus pour les 8 premiers volets traduits dans 10 langues et une série animée avec 700 millions de vues sur TikTok. Merci Guillaume. Des mobilisations dans les universités françaises cette dernière semaine. Des étudiants qui manifestent pour dénoncer la situation à Gaza, d'autres pour dénoncer l'antisémitisme et la tension évidemment qui se cristallise comme toujours lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien. Alors quelle est l'ampleur de ce mouvement? Que traduit-il de notre société? Et jusqu'où le dialogue est-il possible? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Roby Morder. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Printemps, spécialiste des mouvements étudiants et président du GERM. Le GERM, c'est le groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Alors beaucoup de manifestations étudiantes, comme on le sait, ont fait la une ces dernières semaines avec en tête de liste évidemment Sciences Po. On a beaucoup parlé de Sciences Po, mais il y a eu évidemment la Sorbonne, Nanterre et plein d'autres. Est-ce que déjà ces protestations au sein même des établissements se sont calmées selon vous et en particulier à Sciences Po? Est-ce que vous avez des informations? Écoutez, moi, j'ai pas d'informations précises. En tout cas, au niveau médiatique, ça a l'air de s'être, entre guillemets, calmé. Ceci dit, je vois une forte participation de jeunes étudiants et lycéens dans les dernières manifestations en faveur des droits des Gazaouis. Donc, même si d'un point de vue spectaculaire, les mobilisations sont peut-être moins évidentes, ou moins montrées, évidemment, ça continue. Et je dirais même qu'il y a quelque chose qui s'approfondit, qui touche plus de personnes qu'il y a encore quelques semaines. Oui, peut-être qu'il rentre davantage dans le fond, justement, du sujet, un peu moins spectacle, entre guillemets. Vous parliez justement de ces manifestations spectaculaires. Parlons juste quelques minutes de cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème de dialogue entre, finalement, les établissements ou les directions d'établissements et les étudiants qui manifestaient ?
Il y a eu, en tout cas ces 10 dernières années, ces 10-15 dernières années, ce qui apparaît comme, entre guillemets, un durcissement des relations entre direction d'établissement et mouvement étudiant, que ce soit sur la question essentiellement des mobilisations nationales, loi travail, ou retraite, ou revendications locales. Je crois que ça correspond à une génération de présidents d'universités qui, contrairement aux générations précédentes, n'ont pas connu ce qu'était un militantisme, une activité associative étudiante, voire même enseignante, comme c'était le cas des anciens. Et donc je crois qu'ils ne savent pas traiter des problèmes et sont pris aussi par la responsabilité juridique plus importante aujourd'hui avec l'autonomie des universités qu'auparavant. Donc ça peut expliquer une forme de raidissement, de peur des conséquences en fonction de leurs responsabilités, mais je crois que surtout que ça aboutit à un résultat qui n'est pas bon. C'est pas la première fois qu'il y a des occupations de Sciences Po, évidemment. On l'a vu pour la guerre du Vietnam ou pour d'autres positions, d'autres conflits politiques internationaux. Mais jamais, a priori, enfin vous allez me contredire peut-être, la police n'était intervenue à la demande de la direction. À Sciences Po... Au sein même. Au sein même de Sciences Po, je n'en ai pas le souvenir. Mais ça, dans l'ensemble des universités, ça fait plusieurs années que la police intervient souvent. Et ça ne provoque plus le scandale qu'avait été la violation des franchises universitaires le 3 mai 1968 à la Sorbonne, où c'était un événement. Aujourd'hui, c'est devenu un peu banal. Alors justement, c'est un peu banal. On va mettre ça en perspective parce que cette répression dite par la police, effectivement, à Sciences Po récemment, a été vivement critiquée. Alors critiquée plutôt par la gauche, applaudie plutôt par la droite, pour faire des généralités, parce que tous ne l'ont pas applaudi ni critiqué d'un côté comme de l'autre. Enfin, c'était assez général. Et bien sûr, on l'a tous en tête, pour ceux qui l'ont vécu ou non, mais en tout cas, c'est un fait historique, mai 68. Est-ce qu'on peut mettre en perspective ces mouvements ou pas ? Alors, on peut comparer ce qui est différent, ça c'est certain. Non, je crois que c'est pas le mai 68 à comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que la mobilisation sur Gaza est une mobilisation sur un thème international. On peut le comparer à d'autres mobilisations qui ont eu lieu sur les questions internationales. On pense plutôt aux mobilisations contre la guerre du Vietnam en France. Et là, je distingue bien les mobilisations de France et celles des États-Unis au moment de la guerre du Vietnam, parce que si vous voulez, la guerre du Vietnam aux États-Unis, ça concernait directement les étudiants qui savaient qu'ils allaient être appelés à aller à la guerre, ce qui n'était pas le cas des étudiants français qui n'allaient pas être appelés à la guerre du Vietnam. Par contre, quelques années auparavant, en France, les jeunes, les étudiants pouvaient être appelés à faire la guerre en Algérie, ce qui a provoqué des mobilisations là beaucoup plus importantes. Mais je crois qu'il faut distinguer à chaque fois le type de mobilisation. Là, on a affaire à une mobilisation de solidarité internationale, voire internationaliste, et pas de mobilisation de défense de ses propres intérêts immédiats, qui est celui « je ne veux pas aller faire la guerre ». Alors, on va en parler justement du fond, mais avant ça, bien sûr, il y a tout l'aspect communication. Encore un tout petit mot là-dessus. Les slogans simplificateurs, l'occupation des lieux et l'empêchement des activités ne doivent pas remplacer le débat critique et contradictoire. Je cite, en fait, 10 professeurs de Sciences Po qui ont écrit une tribune au journal Le Monde et qui, effectivement, dénoncent beaucoup de choses, notamment le boycott des universités israéliennes, mais aussi cette idée de slogan simplificateur. Est-ce que c'est ce qu'on en retient aussi de ces manifestations étudiantes ? Alors, on a deux choses. Et les slogans sont toujours simplificateurs parce qu'il est très difficile de mettre sur une banderole un concept. Bon. Mais quand on dit simplificateur, c'est pas dans le bon sens. On s'entend. On est d'accord ? Non, mais j'ai bien compris. Donc, il y a quand même des slogans forts et qui peuvent aussi parler d'eux-mêmes. Voilà. Là, on a vu des choses quand même un peu sordides ou même voire fausses, voire erronées. On va en parler. Oui. Bon, d'abord, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des jeunes. Donc, où c'est toujours un peu à l'outrance, l'indignation. Il y avait bien CRS et C-168, même si les gens qui scandaient ça savaient que les CRS n'étaient pas des SS. Donc là, on a ce que j'appelle un slogan simplificateur, évocateur, mais qui, à l'époque, on savait que c'était pas ça. Bon, aujourd'hui, avec les quelques décennies de distance, évidemment, si on dit Gaza, c'est le ghetto de Varsovie, c'est faux. Bon. Le deuxième élément, c'est que ces mobilisations-là
Il y a l'aspect public. Bon, il y a ces simplifications en termes de slogans qui sont parfois fausses et qu'il faut bannir quand elles sont contre-productives, surtout quand elles sont contraires et contre-productives. Néanmoins, dans ces mobilisations, c'est souvent l'occasion d'effectivement de discussion, d'élaboration, de connaissances, d'échanges de connaissances. Et si je prends par exemple la question du boycott des universités israéliennes, moi j'ai noté une évolution dans le discours d'un certain nombre d'étudiants qui était, y compris Sciences Po, c'est pas la demande de rupture comme ça, c'est la demande de savoir quels sont, avec qui on collabore, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que ça participe au processus de colonisation ou d'armement? Ça, c'était quelques jours après. Au départ, ce n'était pas exactement ce qui était dit. Puis effectivement, on est allé vers plus de transparence ensuite. Voilà, parce que ça démarre comme ça. Et sans doute, puisqu'il y a réaction et discussion, il y a précision. Je signale par exemple que le boycott des universités russes a été voté à peu près par toutes les universités. Ça n'a pas posé de problème. Et mais évidemment, on n'a pas l'université russe et l'université israélienne, c'est pas exactement la même chose. Oui, mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est toujours difficile de comparer les conflits, comparer les États, et surtout en très peu de temps, on le sait très bien, et donc je ne voudrais pas vous mener à défaut dans cet exercice-là, mais quand même, vous le dites vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, on vit deux conflits en parallèle en ce moment, ici en France, et pour autant, effectivement, on n'appelle pas à la même réaction, ni à la même discussion pour deux situations qui pourraient quand même être comparables. Moi, je les compare, et c'est une question que que j'ai posée aux organisations étudiantes depuis 2 ans sur la réaction vis-à-vis de la guerre en Ukraine, parce qu'effectivement, c'est un peu comparable en termes de rapport de colonisation. C'est pas identique, mais c'est comparable. Ça échappe à un imaginaire anticolonial pour l'instant. Mais en même temps, c'est vrai que sur l'Ukraine, comme grosso modo, le gouvernement français, les universités ont pris des positions correctes, qui peuvent être correctes. C'est évident que les étudiants ont moins tendance à se battre là-dessus que là où justement il y a problème. Et il y a des choses qui vont de soi pour tout le monde, et puis là où ça ne va pas de soi, c'est là où ça apparaît. Mais je pense que cette mobilisation autour de la solidarité avec les Gazaouis, c'est aussi l'occasion de remettre l'international au cœur des débats et des préoccupations. Et peut-être de là renaîtra une sensibilité à d'autres éléments, à d'autres massacres, à d'autres colonisations. Ça, c'est effectivement la discussion qui, en principe, dans les universités, doit avoir un contenu intellectuel de niveau plus élevé. Oui, qui finalement doit avoir lieu de fait. C'est-à-dire que les étudiants qui manifestent leur opinion concernant un conflit dans une université de sciences politiques, finalement, c'est assez logique. Oui, absolument. Il y a des discussions, comme je le dis, ça peut être parfois un peu outrancier, mais justement, ça provoque des réactions, c'est un moment de débat, c'est finalement peu violent si on compare avec d'autres exemples historiques. Vous l'avez dit, c'est RSSS, effectivement, c'est très violent. Même après, il y a eu des violences, par exemple, des manifestations devant l'American Express en 68 contre la guerre de Vietnam, où les vitrines sont brisées. Même chose pour la solidarité avec les Sud-Africains contre l'apartheid dans les années 1980. Somme toute, on a un mouvement qui apparaît, disons, virulent et brutal un peu ou sommaire dans le vocabulaire, en tout cas dans ce qui transparaît, comme toujours, mais qui finalement est moins violent qu'il n'en a l'air, et surtout, comme je le dis, on est dans une confrontation, et de la confrontation peut naître le pire, mais la confrontation, c'est aussi un échange, la nécessité d'argumenter de part et d'autre. En tout cas, effectivement, de faire réagir. D'autant plus que si Sciences Po n'est pas le lieu, justement, qui pousse à l'engagement politique, d'ailleurs, tout comme Assas, Nanterre ou plein d'autres universités ailleurs qu'à Paris, bien entendu, partout en France, mais où ce sera? Donc, la question, et surtout, si ce n'est pas à 20 ans, à quel âge le fait-on? Voilà. Alors, en plus, Sciences Po, il y a une caractéristique, il y a aussi celle de l'EHESS et d'autres universités, mais Sciences Po beaucoup, il y a un fort recrutement international.
Donc on est quasiment des fois... moi j'ai été étudiant à Paris 8 autrefois, où il y avait 80 nationalités dans un cours de droit international public, donc c'est absolument extraordinaire. À Sciences Po on a ce mélange, les apports des uns et des autres, l'information, la propagande. Bon, des fois c'est difficile de dissocier, mais en tout cas il y a ça à Sciences Po. Et Sciences Po dans l'histoire... si je prends le temps de la guerre d'Algérie, on a 4 présidents de l'UNEF, alors je ne parle pas de l'UNEF d'aujourd'hui, de l'UNEF qui était le syndicat unique qui syndiquait un étudiant sur 2. Pendant la guerre d'Algérie, on a eu 4 présidents de l'UNEF qui étaient issus de Sciences Po, et l'association des étudiants de l'UNEF de Sciences Po, elle avait pris position très vite contre la guerre d'Algérie. Donc là, on a une histoire longue. Et c'est ce que vous dites tout à l'heure par rapport effectivement à l'engagement des étudiants dans ces causes-là, c'est aussi une façon de parler de réchauffement climatique, d'engagement du pouvoir d'achat, enfin de tous les sujets finalement qui occupent l'espace à la fois politique, économique, sociétal de notre pays. Donc finalement, est-ce que, et d'ailleurs c'est Bertrand Badi qui dit ça, qui est politique et spécialiste des relations internationales, il dit qu'il ne faut pas négliger la volonté exprimée par les étudiants de s'identifier à des causes internationales même éloignées et y voir un engagement plutôt que d'emblée y voir un extrémisme ou un radicalisme. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait défaut dans cette histoire? Parce que même si vous êtes d'accord, même si certains, effectivement, rejoignent ce point de vue, d'autres disent quand même outrés par la situation. Est-ce que, notamment, ce n'est pas la récupération politique qui fait défaut de ces mouvements-là? Qui fait défaut, vous voulez dire qui est présent, qui pose problème. Qui pose problème. Pardon. Voilà, c'est ça, justement. Et c'est pas défaut. Alors, l'angle récupération politique, c'est d'abord un soutien. C'est effectivement un soutien de partis, d'organisations politiques, qui est clair, net, et à la limite, c'est le rôle de soutenir ou de dénoncer, tout le monde le fait. La question de la manipulation, la question de la récupération, c'est pas en termes de récupération, c'est en termes de est-ce qu'il y a ou non manipulation. Oui, c'est ça vraiment la question. Voilà. Il y a des militants des partis qui sont étudiants. En tant qu'étudiants, comme il faut entendre leur voix, au même titre que d'autres étudiants, donc il est logique qu'ils ne se taisent pas. La manipulation, c'est quand une décision de mouvement est prise dans un bureau politique quelconque et qu'ensuite elle est appliquée, mais ça ne se passe jamais comme ça. Oui, mais pardon, mais pour corroborer ce que vous dites, c'est-à-dire que certains médias, alors est-ce vrai ou pas, disaient qu'en fait, au sein même de ces manifestations, à l'intérieur, par exemple, de Sciences Po, dont on parle, ce n'étaient pas des étudiants qui étaient là. Pour un tiers, peut-être, ou un quart, c'était des personnes de l'extérieur et qui venaient s'immiscer dans le conflit. Alors, j'ai pas fait le décompte, j'ai pas été voir. Voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit d'étudiants venus de l'extérieur? On a vu quelques députés venus soutenir, mais je crois qu'ils sont restés à l'extérieur. Ils sont pas rentrés, ou très peu. Sciences Po, en général, d'ailleurs, et c'est pas les seuls, invitent pour des conférences, des débats. Passionnantes d'ailleurs. Plein de gens de l'extérieur, syndicalistes, ambassadeurs, dirigeants politiques ou économiques. Donc, ils viennent forcément de l'extérieur. Donc, en fait, ceci se continue dans un contexte de mobilisation. Voilà. Et après, il est évident que quand il y a des organisations, quand il y a un mouvement que s'y développe, il y a des organisations qui sont d'accord avec ces thèmes, évidemment, ils soutiennent. Puis il faut veiller à l'indépendance de ces mouvements, mais je pense que les étudiants y veillent parce que souvent ce qu'on appelle la courroie de transmission fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander si ce n'est pas les mouvements étudiants, il y a celui-là, mais il y en a aussi d'autres, qui entraînent en fait les partis plus loin que... Qui les entraînent ou qui les manipulent carrément? Jouons le côté double. Oui, la manipulation, c'est-à-dire on utilise, on dit, on a des députés, on a des députés qui sont là, etc., qui y sont favorables, on va leur demander aussi de porter notre parole. Car qu'effectivement, ça fonctionne dans les deux sens. Il n'y a pas de séparation totale entre, dans la Constitution, les partis contribuent, je mets le coup de la France, les partis contribuent à la formation de l'opinion, etc., etc. On est dans une
On est dans une mission constitutionnelle. Donc le véritable débat, je pense qu'il n'est pas là, il est beaucoup plus sur les contenus qui peuvent poser problème. Surtout quand on voit le manque de débat qu'il y a notamment ailleurs, et précisément là en Iran. Khomeini a utilisé dans un tweet des images de la publication, de la mobilisation à Sciences Po, donc de ces images, et il lui a apporté son soutien. Est-ce que c'est une forme d'ingérence pour vous iranienne dans la mobilisation étudiante, ou encore une fois une récupération classique? Non, là on a affaire à une récupération classique. Je veux dire, tous les mouvements ont toujours fait l'objet de valorisation, de récupération, suivant la logique que je ne partage pas. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et donc effectivement ils font ça, comme les Russes ont montré les punaises de lit en France. Et on en fait un problème et une description absolument horrible de Paris. Donc non, là on est dans la manipulation, et en Iran ils sont mal placés pour parler de la démocratie vis-à-vis des mouvements étudiants. Depuis le début du mois d'avril, les campus américains sont aussi concernés par ces manifestations étudiantes dénonçant la situation à Gaza aux États-Unis. La culture de la révolte étudiante est extrêmement présente depuis des années d'ailleurs. Est-ce que c'est une américanisation pour vous de la société finalement qui s'opère ici en France ou pas? Non, d'abord il y a parce qu'il y a une circulation internationale des pratiques de ce qu'on appelle le répertoire d'action collective. Par exemple, en 68, les étudiants, pendant les années 60, les étudiants du Vietnam et les étudiants américains au moment de la guerre du Vietnam pratiquent beaucoup les sit-ins. C'est une forme qui, effectivement, a été reprise par les Français, mais ça se voit à la télé, il n'y a pas besoin d'étendre. Quand, en 1968, les étudiants français vont à quelques centaines de manifestations à Berlin contre la guerre du Vietnam, et ils en reviennent en ayant vu les étudiants allemands pratiquer la manifestation en chaîne. Et ils importent ça. Et par contre, il y a des modèles d'action qui ne sont pas importés parce qu'ils ne correspondent pas aux structures. Donc forcément, surtout à l'ère de la mondialisation, tout le monde peut s'inspirer de tout. Et puis après, c'est ce que j'appellerais, c'est un bricolage. Un bricolage on invente ou on applique en adaptant ce qui peut être fait parce qu'on a vu quelque chose qui marche ailleurs. Pourquoi ça ne marcherait pas ici? Mais les occupations, par exemple, la tradition d'occupation qui était aux États-Unis, elle est importée en grande partie d'Europe et surtout de France. C'est la référence aux occupations de 1936. Comme les barricades étaient la référence à la Commune de Paris ou à la libération de Paris, alors que c'était quasi exclusivement parisien et très peu provincial, les barricades en tant que telles. Un petit mot, deux petits mots encore. Un premier de manière courte parce qu'on a peu de temps, mais sur le slogan « From the river to the sea », Aurore Bergé s'est dit évidemment affligé, évidemment, en tout cas s'est dit affligé du niveau d'histoire des étudiants, notamment à Sciences Po. Est-ce que, j'aimerais votre réaction à ce sujet. Alors, « From the river to the sea », alors tout le problème... Il y a une suite. Oui. Palestinians will be free. Voilà. Donc c'est l'idée d'un seul État, qui est une vieille idée, qui est une vieille idée et qui peut être d'ailleurs reprise aussi par les Israéliens, par ceux qui disent qu'on veut toute la Palestine. Mais je crois surtout que c'est une reprise de vieux slogans qui ont été pour l'instant dépassés, et ce qui évite la discussion sur les deux États. Qui est, quel que soit l'avenir ou les projets idéaux. Donc, en fait, je pense que ce n'est pas une question de manque de culture historique, c'est une prise de position qui est ambiguë. En tout cas contre-productive, parce qu'elle peut être entendue comme les Juifs à la mer, même si ce n'est pas écrit. Et donc, tout ce qui est ambigu doit, dans l'intérêt même du mouvement, être banni, au profit des choses plus claires et qui ne souffrent pas d'ambiguïté. C'est un peu comme le terme antisioniste qui peut recouvrir une vieille position politique, comme ça peut avoir des relents antisémites suivant qui le dit et à quel moment.
Merci beaucoup, Roby Murder. Je vous assure, j'aimerais pas du tout arrêter cette discussion, mais je me dois de le faire. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Printemps, spécialiste des mouvements étudiants et président du GERM. Allez voter le 9 juin, c'est dimanche. Il faut y aller. On compte tous sur vous, tous les spectateurs de School TV. Merci mille fois d'être venus sur le Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Sophie Hélène, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous Sophie. Ce n'est pas la première fois, on a parlé souvent de Trouve ta voix, on va en reparler et tant mieux. Vous êtes cofondatrice et donc présidente de Trouve ta voix. Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors même pour ceux qui connaissent, je pense que c'est bien de faire un reminder de à la fois l'idée géniale que vous avez eue avec Thomas, des actions mises en place et surtout de ce qui a été bénéfique depuis, c'est combien de temps? 3 2018. ans 4 ans? Non, 6 ans. Oh, ça va faire tellement 6 ans. vite. Ça va faire 6 ans. Sophie, racontez-moi. Écoutez, Trouve ta voix, c'est une association qui a pour mission de permettre à chaque jeune de révéler son potentiel par la prise de parole. C'est parti de mon histoire personnelle. J'étais extrêmement timide lorsque j'étais petite. Et en arrivant à l'université, j'ai participé à un concours de plaidoirie. Là, j'ai pris conscience, quelque chose d'incroyable, c'est que j'avais une voix et que je pouvais m'en servir, qu'elle pouvait compter. Et donc en 2018, j'ai proposé à d'autres étudiants qui avaient vécu le même parcours que moi de créer l'association Trouve ta voix. Et nous formons les jeunes à la prise de parole en public en milieu scolaire. Donc chez Trouve ta voix, on a une petite recette magique. On propose à des bénévoles étudiants ou jeunes actifs de se rendre dans un collège, dans un lycée, pendant plusieurs semaines au sein d'une classe. On intervient sur le temps scolaire, en partenariat vraiment très fort avec les professeurs. Et puis, on partage aux élèves toutes les clés d'une prise de parole réussie. Alors, en 2018, on a commencé avec un programme au lycée. Le fil rouge, c'est la construction d'un discours personnel de l'élève qui l'oralise publiquement dans des événements, dans des lieux prestigieux de notre histoire collective. J'ai eu la chance d'y être, notamment au Panthéon, c'était exceptionnel. Tout à fait. Le Panthéon, l'Assemblée nationale, la salle du congrès du château de Versailles. Donc ça, c'est le programme historique porté par Trouve ta voix. Et depuis 1 an, on a développé un programme au collège qui aboutit sur un festival qui s'appelle... Les collégiens ont la parole. Les collégiens ont la parole. Exactement. Alors justement, on va revenir sur ce que vous disiez, qui est vraiment est le cœur finalement de Trouve ta voix. C'est l'idée à la fois du grand frère, du cooptage, de celui qui va être là pour aider et pour donner confiance. Parce qu'il y a à la fois trouver les mots, construire une idée, construire un texte, un mot, une prise de parole. Et puis aussi ce besoin de tout d'un coup se lever dans les bras de quelqu'un pour pouvoir prendre cette voix justement. Alors l'ADN de Trouve ta voix, tu as tout à fait raison, c'est la création d'un cadre de confiance et de bienveillance. La relation de confiance, elle arrive à se nouer parce qu'on propose à des étudiants d'aller voir des jeunes, donc il y a une relation de père à père, de grand frère, de grande sœur, où les élèves se disent, voilà, il y a un jeune qui vient gratuitement plusieurs semaines pour compagnonner avec moi, avancer avec moi, grandir avec moi, et réciproquement, l'étudiant, l'étudiante qui va apprendre et s'enrichir de ses élèves. Chez Trouve ta voix, il y a dès le départ eu la volonté que la jeunesse puisse se rencontrer et avancer ensemble. Donc c'est quelque chose de très très fort, ce lien de confiance grande sœur, grand frère entre les bénévoles Trouve ta voix et les élèves accompagnés. Et puis surtout avec beaucoup de jeunes très engagés. Il l'était évidemment la génération d'avant et encore avant. On a toujours été engagés assez jeunes. Mais là je pense que les grands défis, notamment climatiques, de l'environnement, les portent encore plus sur la voie de l'engagement. Et c'est peut-être aussi ça que vous essayez de creuser chez Trouve ta voix. Absolument. En fait, on a 2 publics bénéficiaires de notre action. Il y a d'abord les étudiants et étudiantes bénévoles qui cherchent à s'engager, notamment suite au Covid, sur des actions très concrètes. Et d'autre part, bien sûr, les élèves qu'on accompagne. Et en fait, on leur propose de s'exprimer sur des thèmes qui leur tiennent à cœur. Alors au lycée, on va retrouver effectivement le changement climatique, beaucoup. Et au collège, on l'a constaté dans le cadre du festival, dont la première édition s'est déroulée mardi dernier au nouveau Théâtre de la Concorde, en partenariat avec l'Académie de Paris. Les collégiennes et collégiens, ils ont choisi des thèmes très proches de leur vécu. Alors comme quoi par exemple ? Alors par exemple le harcèlement scolaire,
Par exemple, la pression scolaire aussi également. Et donc, ce sont des thématiques qui les touchent personnellement et qu'ils ont eu l'occasion d'oraliser lors d'un récit collectif à plusieurs voix. Comment ils l'ont préparé, cette prise de parole? Alors, ils ont été accompagnés par un bénévole de Trouve ta voix pendant 10 séances, au sein desquelles, de l'idée à l'action, les collégiens et les collégiennes, ils ont tout choisi. Ils ont choisi les thèmes sur lesquels ils se sont exprimés. Ils ont choisi les dialogues, ce qui passe par le récit et des personnages fictifs pour se décentrer un peu et parler de l'actualité. Et la mise en scène également, parce qu'on a fait ça dans un théâtre. Donc en fait, chez Trouve ta voix, notre objectif, il est très simple, c'est de créer un espace d'expression et de nous retirer. C'est-à-dire de laisser les collégiens et les collégiennes s'exprimer publiquement sur les sujets qui leur tiennent à cœur. C'est vrai que c'était important aussi de donner la parole aux plus jeunes parce qu'on parle souvent évidemment de ceux qui ont la chance d'avoir un bulletin de vote dans la main potentiellement ou qui arrivent effectivement progressivement, mais toute cette tranche de 6e à la fin de 3e, eh bien aussi ils ont une voix effectivement à porter et plein d'engagements, plein d'idées en tête. C'était un peu éclaté comme volonté, comme envie, ou est-ce qu'ils sont arrivés déjà très décidés et avec leurs idées claires? Alors on les a fait vraiment travailler en intelligence collective. D'abord, on leur a proposé de réfléchir par un travail sur eux-mêmes à l'échelle individuelle sur les thèmes qui les touchent. Puis on leur a proposé de réunir leurs idées et de choisir un thème en commun. Et donc tout ce travail a abouti à des scénettes qui ont vraiment été rédigées à plusieurs mains. Et la classe a choisi des représentants, des porte-paroles pour que leurs camarades puissent aller sur la scène du Théâtre de la Concorde pour parler des sujets qui les touchent. Et ce qui est vraiment marquant, je vous parlais tout à l'heure des thèmes du harcèlement scolaire, de la pression scolaire. Il y a aussi la thématique du suicide même qui a été évoquée. Quand on sait que ce sont des jeunes qui ont 13 ans. Alors chez Trouve ta voix, ça ne nous surprend pas parce que comme on intervient au cœur de l'école, on connaît la réalité des adolescents. Mais en tant qu'adultes, nous on pense que ça doit très fortement nous interpeller et qu'on doit réussir à être à l'écoute aussi de cet état de fait et de l'état de l'adolescence aujourd'hui dans notre pays. Il y a le grand oral, bien sûr, que l'on passe lors du bac, mais il y a aussi l'oral du brevet des collèges. Et c'est aussi une préparation pour cela. Absolument. D'ailleurs, le programme Les collégiens ont la parole, il a été rédigé de l'idée à la mise en application avec l'Académie de Paris et l'association Trouve ta voix. Donc ça a été la première fois qu'une association vraiment coécrit avec l'Éducation nationale un programme qui est mis en place pendant le temps scolaire. Donc ça a été une grande étape franchie. Et ça a été rendu possible par le soutien du Conseil national de la refondation et de notre école Faisons-la ensemble. Ce sont 6 chefs d'établissement qui se sont accordés sur ce programme pour le mettre en œuvre dans leur établissement. Alors c'est un festival, donc ça veut dire que tout le monde participe et c'est extrêmement joyeux. Où il y a un jury et il y a des lauréats. Comment ça se passe? Alors comme on est très attentif chez Trouve ta voix à la dimension collective, il y avait un panel d'adultes qui était à l'écoute des scénettes, mais il n'y a pas eu de gagnant. On a remis des prix à chacun des groupes. On a accueilli mardi dernier 300 collégiens et collégiennes au Théâtre de la Concorde et on leur a proposé 2 temps. D'une part, un temps de restitution de ces 10 semaines de préparation avec les professeurs et les bénévoles. C'est à ce moment-là qu'ils ont oralisé les scénettes sur les thématiques de harcèlement, par exemple de harcèlement scolaire. Et on leur a ensuite proposé de travailler lors d'Agora sur l'école de leur rêve et le collège idéal. Qu'on leur a demandé de rêver leur collège sur 3 thèmes, liberté, égalité, fraternité. Que faire pour plus de liberté au collège, plus d'égalité, plus de fraternité? Et là, en intelligence collective, ils ont émis un certain nombre de propositions. Voilà, avec le Conseil national de la refondation, c'est pas mal ça. Et alors la suite, c'est quoi? Après, effectivement, le concours Trouve ta voix que l'on connaît de départ avec les lycéens, ce festival, les collégiens ont la parole. Quelle va être la suite de cette année 2024-2025? Alors chez Trouve ta voix, notre objectif, c'est clairement d'accompagner le système éducatif dans une transition vers un système qui offre plus de place à l'oralité au cœur de tous les enseignements. Donc on a 2 axes prioritaires pour la suite de l'aventure. D'une part, proposer, toujours en lien avec nos partenaires académiques, l'outillage de professeurs, l'accompagnement de professeurs sur la réflexion autour de leur propre oralité. On échange avec les professeurs et ils nous disent j'ai un peu du mal, moi, à donner de la place à l'oral dans ma classe parce que moi-même, je ne me sens pas légitime à prendre la parole. Alors que
Être professeur, c'est quand même le métier par excellence où justement on est porteur de cette oralité. Donc ça va être avec nos partenaires de l'éducation nationale, partager la recette Trouve ta voix avec des professeurs qui seraient volontaires aussi pour s'en inspirer et tirer de cette recette des éléments qu'ils peuvent remettre dans leur classe. Et puis le deuxième axe, c'est la mesure d'impact. Ça fait plus de 5 ans donc on agit aux côtés de l'éducation nationale au sein de l'école et avec l'Académie de Paris, nous sommes en train de construire des indicateurs de mesure d'impact en commun pour observer scientifiquement ce que crée Trouve ta voix comme dynamique et individuelle pour l'élève et collective pour le climat scolaire de la classe et de l'établissement. Moi, l'impact, je l'ai vu de mes propres yeux, donc je peux en témoigner en tout cas. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, Sophie Hélène. Vous êtes donc cofondatrice et présidente de Trouve ta voix. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va tout de suite retrouver Guillaume Blanc pour sa chronique. Guillaume, aujourd'hui, il est question d'une application qui fait débat depuis quelques jours, voire même quelques semaines. Est-ce que vous avez entendu parler de Tenten ? Si ce n'est pas le cas, on va vous expliquer, tout simplement. Tenten est actuellement en tête, justement, des applications les plus téléchargées sur Android et sur l'App Store. En un mois, après son lancement, téléchargée plus de 4 millions de fois, mais elle est scrutée pour son aspect intrusif dans les téléphones et dans la vie de ses utilisateurs. Alors, le principe est extrêmement simple. L'application, elle transforme votre téléphone en véritable talkie-walkie qui vous permet de joindre vos contacts, même si leur téléphone est verrouillé, tant que Tenten est en fonction. Le slogan, c'est celui-ci: chante, crie ou chuchote, tes amis t'entendront en temps réel, promet l'entreprise à ceux qui installent ce logiciel. Pour communiquer avec tous vos contacts, il vous suffit de la télécharger, de créer un profil, puis d'ajouter ces contacts. Vous pouvez alors discuter avec eux ou leur faire entendre votre environnement autour de vous, sans qu'ils ne s'en aperçoivent bien sûr. Peu importe la distance et si leur téléphone est verrouillé ou non, votre message sera automatiquement lu, en plus de cela, en haut-parleur. D'accord, mais alors si on ne veut pas l'entendre, comment on fait ? 3 solutions. Vous éteignez votre téléphone, sinon vous le mettez en mode avion, sinon c'est en ne pas déranger. Bref, il faut tout simplement l'éteindre et ne plus l'utiliser. Ah oui, d'accord, on est bloqué en fait. Complètement. Ah oui, d'accord. Bon, et alors qui est à la tête de cette application ? L'entreprise, on pourrait le dire. Tenten. C'est dans le 8e arrondissement et à la tête de cette start-up qui a été créée en 2021, il y a donc un Français, Jules Comard. D'ailleurs, dans les paramètres de confidentialité, il est écrit que toutes les conversations sont éphémères et l'entreprise promet là aussi qu'elle ne vendra jamais vos données. Elle collecte toutefois votre nom, le numéro de téléphone, les contacts, l'adresse IP et les modèles de téléphone utilisés. Je vous aurais bien dit qu'on aurait pu la tester, par exemple, cette application, vous et moi. Qu'est-ce que tu me demandes ? Mais est-ce que, par exemple, vous auriez aimé qu'on ait nos données personnelles utilisées ? Non, on est bien d'accord. Donc c'est pourquoi on vous ni un petit chant à 23h non plus. Non. On aurait pu tester quand même. Bon, preuve de ce lancement très récent de cette application, les conditions d'utilisation sont toujours, écoutez bien, en cours de création. D'accord. Alors donc, sauf que rien ne va, évidemment. Le ministère de l'Intérieur alerte sur l'utilisation de Tenten. Racontez-nous. C'est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Reprenons notre sérieux, qui a tout simplement fait une série de tweets que vous voyez en ce moment. Elle met en garde sur les dangers de cette application. Elle évoque de sérieux dangers pour la vie privée, la sécurité en ligne. En plus, la possibilité de messages instantanés qui augmente le risque de harcèlement en ligne et d'intrusion. Concrètement, vous avez votre copain qui habite peut-être à 10 rue de cela, il peut vous envoyer tout simplement des messages vocaux pendant que vous êtes avec les parents. Il peut également s'introduire entre guillemets dans votre vie, faire passer des insultes, faire passer des messages. Voilà un peu le concept vraiment de cela, de cette application et ce que déplore le ministère. Il peut géolocaliser aussi ? Effectivement, il y a aussi ce concept de géolocalisation. L'idée, c'est comme une application normale, vous donnez tout. Extrêmement dangereux. Et l'application gère tout. En fait, la porte-parole, elle suggère aussi aux parents. Là, on s'adresse à vous qui nous regardez, de bien échanger avec les enfants, de leur donner aussi les risques que cela entraîne et préconise une grande prudence dans cette utilisation. Et puis, elle invite aussi les parents à sensibiliser les enfants au danger du harcèlement et de la cyber-intimidation en ligne. Il y a des vidéos sur TikTok. On en vient à TikTok. Les jeunes partagent leur pseudo. Ce qui inquiète là aussi au plus haut niveau, en fait, le gouvernement. Pourquoi ? Car si vous partagez votre pseudo, tout le monde peut y avoir accès. Ça veut dire que tout le monde
peut envoyer un message. On n'est plus sur les contacts, on est sur une personne lambda. On sait ce qui peut tourner en ce moment. Vous aurez donc compris. Autre problème, depuis plusieurs semaines, l'application Tenten s'est immiscée dans les salles de classe. Là aussi, c'est un autre problème pour les professeurs qui confisquent notamment les téléphones. Quelques parodies, regardez sur TikTok, mais c'est bien réel. Coucou Nathan. Coucou. Coucou Nathan. Coucou. Alors l'idée elle est extrêmement simple, c'est qu'en fait vous êtes dans la salle de classe et puis en fait vous avez un camarade qui peut-être est en permanence et décide pendant que vous êtes en cours de philo ou en cours de français de vous faire une petite blague en activant Tenten et en envoyant un message. Ce problème c'est que les professeurs se retrouvent à confisquer tout simplement les téléphones. Interrogé par nos confrères de l'AFP, de l'agence France Presse, un professeur de collège en banlieue parisienne a expliqué ça a duré 2 jours et les élèves ont eux-mêmes dit donc prise de conscience, supprimer cette application. Voilà pourquoi on a voulu mettre le point et le doigt dessus pour vous sensibiliser. Tenten, tout simplement, on oublie. Voilà, et en dehors des classes, c'est vraiment les coordonnées personnelles et surtout la géolocalisation qui veulent vraiment être extrêmement dangereux pour notamment les pédocriminels. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invité est le chanteur Gwendal Marimotou. Et t'es encore en études quand tu fais The Voice ? Oui, quand je fais The Voice, je suis en train de repasser mon bac. Ok. Parce que je l'avais pas eu du premier coup, parce que j'étais pas dispo. J'étais en tournage et après je l'ai loupé. J'ai eu rattrapage, quoi. Donc je l'ai loupé et donc pendant The Voice, j'ai pris des cours par correspondance en revanche, j'étais au CNED. Parce que tu peux repasser maintenant que les matières que t'as pas eues. Par exemple. Est-ce que tu dirais que c'est l'émission qui a changé ta vie ? Ah oui. J'ai une reconnaissance absolue sur les équipes de The Voice. C'était extrêmement stressant, mais tellement respectueux artistiquement. Et à l'époque, c'était 9 millions de personnes qui regardaient l'émission, quoi. Donc effectivement, un passage, Comment deux passages, 3 passages. D'ailleurs ? Le directeur de casting me contacte depuis la saison 1. J'ai fait la saison 3 pour me dire faut que tu le fasses. Et moi, mais... Pas du tout, quoi. Je suis genre, mais t'es malade. Pourquoi pas du tout ? J'avais déjà eu l'expérience Incroyable Talent où, genre, je sais ce que c'est que se faire reconnaître dans la rue juste parce que t'as fait une émission, mais que t'as rien derrière, donc c'est pas intéressant. Et surtout, je venais de muer. Donc, pour moi, j'ai cru que j'allais arrêter de chanter, moi, à partir de mes 15 ans. Je suis à l'internat, je commence à travailler, mais en tant que comédien, en fait, parce que je mue. Et donc, pour moi, je ne vais plus jamais être chanteur, c'est plus possible et tout. Et en fait, ma voix commence à peine à se stabiliser. Donc, pour moi, entre je suis plus jamais chanteur et je fais The Voice, tu vois, il y a un petit gap où je me dis, mais ça se retournera jamais. Et donc, première année, il essaye, je lui dis non. Deuxième année, il essaye, je viens. Je passe les pré-castings, je suis pris. Je suis quasiment amené jusqu'à devant les sièges. Je me barre en dernière minute en mode, je suis désolé, je peux pas le faire. Ils m'en veulent pas. Il me rappelle l'année d'après parce qu'il a vu Les Profs, le film qui est sorti et justement il m'a dit bon Gwendal, dernière fois que je te le propose mais je t'ai vu hier au cinéma, je me dis que c'est pour toi. Et là en fait il se passe un truc où c'est dans l'urgence. C'est un peu ton mentor hein. Ouais, Bruno c'est mon mentor de fou, c'est le directeur de casting de Résiste après, aussi de France Gall, de Saturday Night Fever. Ah ouais, c'est même ton ange gardien quoi. Ouais, c'est mon parrain. Et donc du coup après l'émission commence et c'était comment d'être coaché par Garou ? C'était Garou, il est comme on le voit à l'écran. C'était marrant en fait et je crois qu'on avait besoin de ça. C'est hyper stressant la télé, c'est hyper stressant le fait on peut pas refaire à The Voice, hein. C'est pas comme les autres plateaux. Et en fait on avait juste besoin d'un coach qui nous détende. Plus que nous donner des conseils techniques et tout. Faut savoir que à The Voice, il y a tous les coachs ont des sous-coachs qu'on ne voit pas à l'écran, qu'on voit eux tous les jours plus régulièrement. Donc toute la partie technique, en vrai, on était très accompagnés. Mais c'était un management, quoi. Et tu vas pas jusqu'au bout de l'aventure, mais tu tapes dans l'œil de France Gall ? C'est ça. C'est quand même merveilleux. C'est incroyable. Franchement, là, c'est pareil. France Gall, c'est mon ange gardien, pour le coup. C'est ma marraine. C'est avec laquelle j'ai passé 2 ans et demi incroyables, qui correspondent à ces 3 dernières années de vie, finalement. Ouais, donc, c'est ça qui est aussi dingue. Décuple encore plus l'expérience. Et oui, grâce à elle, en fait, on a fait 2 tournées Zénith, 6 mois de Palais des Sports. Et puis surtout, des rencontres de dingue. La troupe de Résiste, c'est ma famille. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Gwendal Marimotou, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pourquoi
avoir fait ce choix de l'enseignement à distance? Est-ce que ça devenait peut-être trop compliqué pour Elijah, votre fille, de concilier école et sport à haut niveau? Oui, donc l'important pour nos joueurs, nos jeunes, notamment donc ma fille, c'est d'être fraîche, d'avoir du temps pour son sport et ne pas négliger l'école. Et donc l'Academia nous a paru le meilleur compromis entre la scolarité totalement à distance avec beaucoup d'autonomie et la scolarité en présentiel. Et donc c'est un parfait compromis pour nous. Ça nous permet d'avoir le temps de s'entraîner 2 fois par jour, voire 3 fois, tout en étant suivi par des professeurs, d'avoir Émilie, la directrice, qui nous accompagne depuis le début de son collège. Et nous, on souhaite aller jusqu'au bac comme ça, parce que dans un temps record, elle arrive à suivre le programme de A à Z. Elle peut voyager, elle peut être à l'étranger, suivre les cours, ou voire même les voir en replay. Donc c'est parfait pour nous, et c'est la scolarité qu'elle connaît. Elle connaît que cette scolarité d'ailleurs, puisqu'elle y est depuis la 6e. Bien sûr, et justement, on va en parler avec vous, Émilie. C'est pour répondre justement à ces problématiques que M. Nizan a évoquées, spécifiques aussi aux jeunes sportifs, que vous avez décidé de créer ce e-campus, souhaitant prendre part aussi à la scolarité des jeunes qui ont un parcours et une vie complètement atypique par rapport aux jeunes qui vont dans l'école traditionnelle. Oui, l'idée, effectivement, c'était de permettre aux enfants de concilier au mieux la réussite scolaire, la performance sportive et également le lien social. Donc, nous avons été sollicités par la Fédération française de tennis il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans, fédération qui se heurtait justement à la difficulté des jeunes joueurs et joueuses de poursuivre le double projet dans les meilleures conditions possibles. Et nous avons développé ce e-campus en recréant un environnement d'établissement scolaire. L'idée étant de leur aménager un emploi du temps pour qu'ils puissent partir en compétition, en tournoi, comme le disait M. Nizan, l'esprit libre, parce que la scolarité est aménagée par rapport à leurs contraintes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font sur ces tablettes ? Sur ces tablettes, très concrètement, ce que ça apporte aujourd'hui déjà, pour les parents, c'est surtout pour le territoire de Goussainville, la rupture de cette espèce de fracture, si vous voulez, qui a invisible avec l'institution. On est dans des quartiers où il y a une fracture numérique, et on est dans des quartiers prioritaires de la ville aussi, où il y a souvent l'appréhension de la rencontre au portail avec la directrice, avec l'enseignant. On essaie un peu de limiter ces échanges. Et là, via par exemple l'ENT, ça permet tout de suite de faciliter les échanges. Ça permet également aux professeurs, et moi je le vois au quotidien dans les salles de classe, de partir sur des pédagogies différenciées. On parlait des mathématiques tout à l'heure. Quand on apprend les fractions, généralement on a le polycopier là, avec la tablette de chocolat. Je ne sais pas, vous vous en souvenez ? Le polycopier, quoi, je me souviens, bien sûr. Et c'était ça l'ancienne méthode. Aujourd'hui, voilà, l'enfant il va avoir une tablette et puis il va se saisir des éléments. Si c'est un diagramme en secteur qui lui convient plus, le camembert. Pardon, c'est le camembert. Pas de souci, moi je vous suis. J'étais amateur, il n'y a pas de souci. Et il va le couper en deux, il va voir que voilà, on a une demi-portion. Et donc, voilà, concrètement, les apports aujourd'hui. C'est beaucoup plus ludique en fait. C'est à la fois ludique. Et puis ça permet d'apprendre et d'acquérir toutes ces compétences du socle commun de manière différenciée, vraiment. J'ai ouvert l'émission et vous avez eu raison de me reprendre, mais c'est l'actu sur Parcoursup. Néanmoins, ça joue un rôle important, ces algorithmes dans l'affectation des élèves. Il y a Affelnet, un certain nombre d'endroits pour rentrer au lycée, Parcoursup pour rentrer dans le supérieur, désormais Mon Master pour rentrer en master. Est-ce que ça a accru le désarroi des familles ? Alors, nous, on s'est surtout demandé si ça avait accru les inégalités, en fait. Parce que c'est quand même une grosse accusation qui est faite sur Parcoursup. Mais est-ce que finalement, c'est pas aussi un révélateur de choses qui existent déjà ? Parce que on a essayé de faire quelque chose de mesuré par rapport à Parcoursup en donnant la parole d'un côté à Frédéric Teilhard. Jérôme Teilhard. Monsieur Parcoursup, absolument. Chef de projet Parcoursup depuis 2017, et une sociologue, Leïla Frouillou, qui est spécialiste des inégalités. Et honnêtement, il y avait déjà des problèmes avant Parcoursup. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent le monde était merveilleux avant et l'école d'aujourd'hui ne vaut plus rien. Voilà, je crois qu'il ne faut pas accuser non plus Parcoursup de tous les maux. Après,
ils ont une discussion intéressante parce que justement, ils pointent un petit peu des éléments positifs et négatifs. Donc bien évidemment, Jérôme Teilhard défend la plateforme. Son bébé, ben oui. Voilà, il explique qu'il y a eu des efforts faits sur la transparence de l'algorithme. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et il y a des informations aujourd'hui disponibles, et aussi que ce n'est pas Parcoursup qui définit les critères de sélection. Ce sont les établissements d'accueil et qui, eux, ne sont pas toujours d'une transparence redoutable. L'orientation... Juste si je peux finir sur ce point, le problème principal que pointe Leïla Frouillou, c'est en fait qu'aujourd'hui, l'admission des élèves ne dépend pas tant de la qualité de leur diplôme que de l'attractivité en fait, des filières. Et donc là, c'est assez compliqué parce que effectivement, il faut gérer le fait qu'il y a de bons élèves qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Elle est souvent appelée petite mort, parce qu'elle est responsable bien souvent d'un arrêt brutal de la compétition et parfois même d'une carrière. Je parle d'une blessure, d'une non-sélection, d'échecs parfois aussi. Et tout s'écroule d'un seul coup. Est-ce que le fait justement d'avoir été au bout de ses études, là on parle du baccalauréat notamment avec Elijah Inizan, mais est-ce que aller au bout de ses études et notamment de ses études supérieures permet aussi d'envisager un petit peu plus facilement une éventuelle reconversion si un jour on en a besoin? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous poussez les jeunes en tout cas talent français, Nous, on pousse le double projet le plus longtemps possible. On ne veut surtout pas d'arrêt de la scolarité, parce que, comme vous dites, tout peut s'arrêter suite à une blessure. Après, je pense que l'expérience du haut niveau fait qu'en général, quand on se reconvertit, il n'y a pas de souci, parce qu'on a cette idée de réussite, de dépassement de soi. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui ont subi un arrêt, on n'a jamais eu de souci. On a mis aujourd'hui une plateforme socio-pro avec un vrai suivi de la fédération. C'est Alexandra Fusé, qui est une ancienne sportive de haut niveau, qui a été 30e mondiale, qui s'occupe de ça. Et on a un vrai suivi post-bac justement pour cette reconversion. Aujourd'hui, c'est plutôt une réussite et on est une des rares fédérations à avoir mis ça en place et ça fonctionne très bien. Et alors, qu'est-ce qu'ils font sur ces tablettes ? Sur ces tablettes, très concrètement, ce que ça apporte aujourd'hui déjà pour les parents, c'est surtout pour le territoire de Goussainville, la rupture de cette espèce de fracture, si vous voulez, qui a invisible avec l'institution. On est dans des quartiers où il y a une fracture numérique, et on est dans des quartiers prioritaires de la ville aussi, où il y a souvent l'appréhension de la rencontre au portail avec la directrice, avec l'enseignant. On essaie un peu de limiter ces échanges. Et là, via par exemple l'ENT, ça permet tout de suite de faciliter les échanges. Ça permet également aux professeurs, et moi je le vois au quotidien dans les salles de classe, de partir sur des pédagogies différenciées. On parlait des mathématiques tout à l'heure. Quand on apprend les fractions, généralement on a le polycopier là, avec la tablette de chocolat. Je ne sais pas, vous en souvenez. Le polycopier, quoi, je me souviens, bien sûr. Et c'était ça l'ancienne méthode. Aujourd'hui, l'enfant il va avoir une tablette et puis il va se saisir des éléments. Si c'est un diagramme en secteur qui lui convient plus, le camembert. Pardon, c'est le camembert. Pas de souci, moi je vous suis. J'étais amateur, pas de souci. Et il va le couper en deux, il va voir que on a une demi-portion. Et donc concrètement, les apports aujourd'hui. C'est beaucoup plus ludique en fait. C'est à la fois ludique. Et puis ça permet d'apprendre et d'acquérir toutes ces compétences du socle commun de manière différenciée, vraiment. 61% des enfants d'ouvriers non qualifiés sont en voie pro contre 13% des enfants de cadres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réhabiliter la voie professionnelle comme une filière équivalente aux autres, une filière d'excellence? Moi, je ne suis que journaliste. Certes, si la solution était facile à trouver, je pense qu'on l'aurait trouvée depuis longtemps. Ce sont des choses qui sont très, très ancrées dans notre système français. C'est pour ça aussi que nous, on fait des petites incursions. On a essayé de faire un éclairage un peu historique pour replacer les choses, pour essayer de comprendre comment on est arrivé en fait à ce système où en France on a un poids du diplôme qui est quand même vraiment extraordinairement fort et on a fait appel donc à un historien, Guillaume Gross, qui nous retrace un petit peu comment l'école a pris finalement le monopole de la formation des enfants. Et on se retrouve avec des parents qui confient leur enfant à l'école avec l'idée qu'il va s'y accomplir et choisir son destin. Ça reste encore vrai aujourd'hui, donc il y a un poids très fort. Et le corollaire, c'est effectivement que le diplôme est très important. Et je trouve ça aussi très, très illustrant. Il cite à un moment Hippolyte Luc, qui est une figure de l'enseignement technique et professionnel, en 1937, qui disait « Si tous les enfants intelligents font des études longues, il va rester pour la vie pratique que ceux qui auront été jugés inaptes à ces études-là. » Et donc le risque, c'est une société coupée en deux.
Et quand même, voilà, on est quoi, 80 Malheureusement, l'histoire lui donne un petit peu raison. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Alice Pitavi à la réalisation, au son Thibaut Goury-Lafont, Laure Redemont au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Et évidemment, le grand, l'unique Guillaume Blanc. Merci. Évidemment, au JT et à la chronique. On ne télécharge pas cette application. Non. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.